Je vais demander à Alexandra Battier, qui est bénévole pour Génération Cobaye, le temps que Nathan retrouve peut-être le bon lien, comment dire, Alexandra, si vous voulez bien monter sur scène à la place de Nathan, et puis on va essayer de trouver une solution pour Nathan. Peut-être Nathan, vous ressortez et vous revenez. Donc, dans ce cas-là, je vais demander à Génération Cobaye, non merci, de prendre la parole. Et on retrouvera Génération Climat Europe après. Merci Alexandra de prendre le relais et d'improviser du coup et d'être les premiers alors que vous deviez être les seconds. Oui, On pas vous de voit souci. et on Alors, vous entend. Vous avez votre présentation qui s'est lancée. Moi, vous ne verrez plus qu'un icône pour vous laisser un maximum de bande passante. Donc, je déclenche le chrono. parfait. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour nous recevoir ici pour ce pitch. Donc, moi, je m'appelle Alexandra Vattier. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet de l'association Génération Cobaye. Peut-être pour me présenter en 2 mots, moi, je suis ingénieure sur les domaines de l'énergie et du climat et je travaille avec les élus locaux sur ces sujets-là. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément d'un mouvement pour la santé environnementale créé par des jeunes et pour des jeunes. Donc l'association Génération Cobaye, dans laquelle je suis bénévole depuis 4 ans et j'en ai été administratrice pendant 2 ans. Vous m'entendez bien? Peut-être juste pour vérifier quand même. Très Bon. bien, on vous entend Super, parfaitement, Alexandra. merci beaucoup. Alors, juste pour revenir quelques instants sur la création de l'association. Donc, l'association Génération Cobaye, elle est née en 2013, mais tout a commencé en 2008 lorsqu'un étudiant décède d'un cancer. Ses amis se sont rapprochés de scientifiques pour en comprendre les causes et découvrent les risques qui sont présents dans son environnement, dans notre environnement à tous, et en particulier qui touchent les jeunes. En 2010, il crée donc l'Appel de la jeunesse avec la sortie d'un livre pour informer les jeunes sur les enjeux de santé-environnement. Comme on dit, parce qu'on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. En 2013, donc, il y a eu une refonte de la forme pour dédramatiser un peu le discours qui était un petit peu anxiogène et touchait surtout beaucoup plus de jeunes grâce à l'humour, grâce à des termes accrocheurs. Et ça a donc été vraiment la création de Génération Cobaye. Donc notre combat que vous voyez à l'écran, il part vraiment du constat qu'aujourd'hui, les jeunes sont exposés aux pollutions environnementales, qui sont des facteurs de risque reconnus dans l'apparition de maladies chroniques telles que le diabète ou de cancer. Ces facteurs environnementaux, ce sont par exemple les polluants issus de produits ménagers qui vont polluer notre air intérieur, de molécules qui agissent comme des perturbateurs endocriniens. C'est pour ça que ça touche aussi plus les jeunes et notamment à la puberté, ces molécules que l'on peut retrouver dans certains pesticides reconnus, dans des produits d'hygiène ou des produits cosmétiques, ou dans des plastiques de notre quotidien. Donc notre but, vraiment, à Génération Cobaye, c'est de donner les clés de compréhension des enjeux de santé-environnement pour diminuer la prévention des maladies chroniques qui touchent les jeunes et montrer qu'il est possible de se faire du bien sans se faire de mal. On met aussi un point d'honneur à diffuser des solutions accessibles à toutes et tous. Notre mode d'action, qui est reconnu au sein des associations de jeunes, c'est de sensibiliser par les pairs, via des outils conçus par les jeunes pour les jeunes et qui abordent le sujet de façon claire et vulgarisée afin de toucher des jeunes de tous horizons et pas uniquement déjà sensibles au sujet. Voilà pour l'introduction de qui nous sommes. En quelques mots, donc, notre association, elle a une portée nationale avec un siège à Paris. On a des jeunes et des moins jeunes au sein de nos membres et on a des groupes qui sont structurés et présents dans 8 villes de toute la France. On a également une salariée qui est chef de projet sur un projet que je vous détaille dans 1 minute qui s'appelle l'Écodrag. On compte chaque année 200 adhérents qui sont les membres actifs de l'association et une communauté de sympathisants de 10 000 personnes qui s'informent par nos canaux de communication. Notre impact, il se concrétise par chaque année 100 000 jeunes qui sont sensibilisés par nos actions, sensibilisés à prendre soin de leur santé vis-à-vis des polluants de leur environnement quotidien. Ces actions, elles représentent un budget annuel de 123 000 euros et elles prennent diverses formes, donc que l'on a détaillées là en quelques mots et sur lesquelles je vais revenir puisque ça représente vraiment notre expérience aujourd'hui depuis plus de 7 ans. Fort de cette expérience, aujourd'hui, nous vous présentons notre nouveau projet sur lequel nous sollicitons votre soutien afin de le mettre en œuvre. Il s'agit d'un escape game
pour sensibiliser les 18-25 ans aux enjeux de santé-environnement. Donc, c'est une partie de notre cible sur laquelle nous souhaitons vraiment mettre l'accent. Pourquoi ce nouveau projet? Justement, pour renforcer ce combat général que je viens de vous présenter, notre combat de lutte contre les maladies chroniques et les cancers chez les plus jeunes, en agissant sur les facteurs de risque environnementaux qui ne sont pas forcément connus des jeunes, toujours avec ce ton décalé, mais vraiment en s'appuyant sur les risques qui sont présents et en montrant des solutions. Notamment parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment des études qui montrent que l'impact est plus massif quand on est jeune, que ce soit pendant l'enfance ou pendant la puberté, parce qu'on parle de molécules qui viennent perturber notre santé. Donc cet outil, ce nouvel outil que nous souhaitons créer, cet escape game, il s'appuie sur nos expériences précédentes qui ont été menées par l'association auprès des jeunes. Donc deux outils complémentaires sur lesquels je vais revenir. Et l'objectif, c'est vraiment de renforcer notre action sur les jeunes de 18 à 25 ans pour finalement toucher un nombre croissant de jeunes et avoir vraiment des outils très adaptés à tous nos publics. Nos publics habituellement de 15 à 35 ans, là vraiment, on souhaite pouvoir plus s'adapter auprès de ces jeunes de 18 à 25 ans afin d'avoir des outils toujours plus pertinents. Pour comprendre pourquoi créer cet outil-là, donc l'escape game, je vais vous présenter nos deux outils de vulgarisation des enjeux de santé-environnement qui ont su marquer notre succès de ces 2 dernières années, qui sont inscrits donc au début de cette page, l'escape game EcoDrag et la conférence Eco-Orgasme. Le premier outil, c'est d'une part ce jeu sous la forme d'un escape game qui a été élaboré sur mesure pour les lycéens et testé depuis plus de 2 ans. Il s'adresse vraiment aux lycéens, il aborde les problématiques de santé environnementale liées à plusieurs substances, les pesticides, les additifs alimentaires, etc. Il permet aux lycéens de s'approprier des solutions simples et adaptées et on adopte toujours via cet outil de vulgarisation, notre petite marque de fabrique, le ton ludique, le ton décalé, non culpabilisant. Les points clés qu'on a su développer par cet outil déjà réalisé, c'est une approche ludique, comme vous voyez sur les exemples présents ici, un travail de vulgarisation qui est adapté à la cible des lycéens et un travail main dans la main avec les lycées. Le bilan, c'est cette année une trentaine d'interventions avec cet outil-là, pourtant donc sur une année qui est marquée par le Covid, donc c'est vraiment un succès pour nous. On a été soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine sur ce projet et on va également le déployer dans d'autres régions l'année prochaine, comme la région Grand Est ou la région Bretagne. Le bilan que vous voyez également sur cet écran, c'est plus de 80% des participants qui sont très satisfaits ou satisfaits par cette participation au jeu, parce qu'on a à cœur aussi d'améliorer nos outils et donc de prendre en compte la satisfaction des participants au jeu. Le deuxième projet phare sur lequel nous nous appuyons pour ce nouveau projet d'Escape Game, c'est les conférences. Donc, on a fait des centaines de conférences là dans les dernières années, dans les 7 dernières années, auprès des étudiants et du grand public, sur lesquels on retrouve les points clés de vulgariser les risques, toujours autour des polluants présents dans notre environnement quotidien. Cette fois, c'est raconté au travers d'une histoire de drague pour finalement essayer de toucher un petit peu le public jeune. Donc, on raconte finalement les étapes pour agir à son échelle. La cible, elle est relativement large, puisque vous voyez 18-35 ans. Sur ce projet phare également sur lequel on s'appuie, c'est le discours accrocheur, les présentations interactives que vous voyez ici comme exemple, une mise en avant des solutions, toujours très importante pour nous, et un travail main dans la main avec les universités et les associations étudiantes. Donc pour revenir à notre nouveau projet, celui qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'inscrit dans la continuité de ces actions que je viens de vous détailler, c'est vraiment l'idée que, fort de ces expériences, on souhaite toucher plus précisément les jeunes de 18 à 25 ans via la création d'un escape game qui soit adapté à cette cible. Il s'agit vraiment d'aller plus loin que les conférences via un format encore plus novateur, celui qui est l'escape game. Et c'est sur ce projet que nous sollicitons votre soutien, avec 3 actions qui sont comprises dans le lancement du projet, la création du nouvel escape game, l'action numéro 1, avec une version complète, une version courte, parce qu'on teste différents formats pour être toujours mieux adaptés. Action numéro 2, des interventions tests dans les lycées, les universités, pardon, pas dans les lycées, dans les universités, dans les CROUS, avec des stands. Donc, votre soutien nous permettra d'effectuer une quinzaine d'interventions.
Et enfin, donc, un bilan des interventions pour l'action numéro 3, parce que ça nous tient à cœur de nous améliorer, et bien sûr, une campagne de communication pour appuyer le lancement de ce nouveau projet. Donc, nos points forts, c'est vraiment notre expérience sur la création d'un escape game que l'on a déjà réalisé sur un public plus jeune, avec un fort succès suite à ça. Notre réseau partenarial avec les universités et les associations étudiantes, notre expertise sur l'amélioration continue de nos outils et sur les campagnes de communication qui vont appuyer ce projet. Donc le total, c'est de 16 000 euros sur lesquels nous avons prévu déjà d'amener, nous, 1 000 euros parce que nous gardions ce budget-là pour investir dans ce nouveau projet. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un soutien supplémentaire pour le lancer. Alexandra, il vous reste Ouais. vraiment, vous avez déjà bien consommé même sur vos questions, donc il faut vraiment terminer. Ok, bah, très bien, bah, j'ai fini finalement parce que là, on retrouve juste le calendrier des 3 actions et puis le résumé du projet. Donc, que grâce à vous, ça nous permettra vraiment de toucher encore plus de jeunes sur l'année 2021. Merci beaucoup. Si vous voulez revenir sur scène, enfin arrêter le partage et revenir sur scène pour s'il y a des questions. J'en ai pas vu pour le moment. Si certains d'entre vous ont des questions à poser à Génération Climat. Génération Cobaye. Pardon, Génération Cobaye, pardon. Je suis désolée. Merci Alexandra. Il y en aura peut-être qui vont venir après. Surveillez bien le chat. Je vais demander du coup, parce que les 10 minutes sont passées, donc on a par équité pour les autres, on essaie de rester sur un moment assez rapide. Donc merci beaucoup pour cette présentation pour Génération Cobaye. Et Merci beaucoup. Au revoir. merci Alexandra. On ne vous voit plus, mais en tout cas, merci d'avoir participé. Maintenant, je demanderai du coup à Nathan s'il veut bien retenter l'expérience et monter sur scène. Donc, Nathan, je vais recommencer à vous présenter. Je ne sais pas si on m'a entendu tout à l'heure pour expliquer que vous aviez été nominé cette année comme jeune Européen de l'année, parce que je suis sûre que vous n'allez pas le dire. Et puis, vous êtes pour le moment étudiant à la London School of Economics, après avoir fait Sciences Po. Vous êtes membre du groupe de conseil sur les changements climatiques auprès du secrétaire de l'ONU et vous êtes donc coordinateur pour Génération Climate Europe. Et donc, je lance le chronomètre. Bienvenue sur scène et c'est à vous. À tout de suite. Je lance le chronomètre aussi. Vous m'entendez bien? Ça On vous entend fonctionne? ça fonctionne. C'est parfait. Super. Merci. Merci beaucoup de m'avoir introduit. Du coup, heureux d'être ici, en tant aussi que volontaire, hein. Donc ici, en fait, Generation Climate Europe, c'est un projet qui a démarré sur une idée un petit peu folle à l'été 2019, quand avec quelques amis, on faisait des stages à Bruxelles et on s'est rendu compte que les jeunes n'étaient pas du tout présents dans les processus décisionnels climat et environnement. Donc, ça va être un petit peu différent parce qu'ici, on va parler de l'Europe et on va parler aussi un petit peu de thématiques qu'on n'a pas beaucoup, que peut-être vous n'avez pas l'habitude d'entendre beaucoup parler. En tout cas, moi, avant de rejoindre ce projet, je n'avais jamais vraiment entendu parler des institutions européennes et de ce qui se passait à Bruxelles. Donc, Generation Climate Europe, c'est la plus large coalition d'organisations européennes de jeunesse pour plaider pour plus d'actions pour le climat et la protection de la biodiversité. Donc, avec plusieurs organisations de jeunesse, c'est-à-dire, par exemple, des organisations de jeunesse qui travaillent sur les enjeux environnementaux ou pas du tout, comme par exemple le syndicat des jeunes européens ou encore le forum de la jeunesse européenne. Et on a décidé de se mettre tous ensemble pour vraiment faire pression sur les institutions européenne. Donc, nous sommes basés à Bruxelles. Nous avions un budget de 20 000 euros sur la dernière année. Et puis, en fait, à la fois, en travaillant ensemble et en essayant d'influencer les institutions européennes, on s'est dit que ce qu'il fallait, c'était aussi emporter davantage de jeunes dans ce projet. Et du coup, on a créé des groupes de travail, donc par exemple sur l'économie circulaire, sur les mobilités durables, sur la justice climatique, sur la biodiversité, bref, sur plein de thématiques où les jeunes organisés n'avaient pas leur voix au chapitre. Et donc aujourd'hui, on a plus de 97 volontaires qui travaillent donc dans tous ces groupes de travaux et qui sont
accompagné par un employé qui est justement financé par une partie du budget dont nous avons la disponibilité. Et juste une petite chose, la différence peut-être avec nous, et il y aura d'autres organisations comme ça aujourd'hui, c'est qu'on est une organisation qui est gérée par des jeunes. C'est-à-dire que pour ceux qui sont les représentants légaux de l'organisation, ce sont des jeunes entre 18 et 29 ans, comme moi j'ai 21 ans, donc voilà. Et souvent, bien sûr, complètement en volontariat. Donc notre mission, c'est vraiment de se dire que voilà, en 2050, on parle toujours de 2050, il faut réduire de tant de pourcentage les gaz à effet de serre, ou il faut tant de pourcents de protection de la biodiversité pour 2050, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2050, forcément, les décideurs politiques, dont bien souvent on parle et on discute et on essaye de faire pression, bien souvent ne seront pas là en 2050. Or, nous, en 2050, on aura 50 ans. Et du coup, c'est cette espèce d'idée qu'on essayait Oups, alors là, j'ai mes emails qui reviennent. Super. Hop. Bon, je suis désolé de ce petit détail technique. Oups. Donc, ouais, même les jeunes, des fois, on n'est pas les meilleurs pour... Bon, je ne sais pas comment. Je suis désolé de ça. Oh là là, je ne peux même pas sortir de ça. Bon. C'est pas grave, vous inquiétez pas, continuez. Le PowerPoint n'est qu'un support. Désolé. Vous voyez toujours le PowerPoint? On voit le PowerPoint sur le côté. Ah, super, j'ai réussi. Voilà, hop, on revient là. Et de se dire, finalement, vu que ce seront nous qui ferons face aux conséquences de l'action ou de l'inaction de nos décideurs politiques, on devrait avoir voix au chapitre. Oups. Donc, le financement qu'on demande aujourd'hui, c'est à la fois de pouvoir continuer le travail de l'action, ça veut dire toutes les organisations de jeunesse qui se rencontrent toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour discuter de ce qu'elles font, parce que toutes, elles travaillent déjà sur des enjeux, mais pas sur les enjeux climat et environnement à Bruxelles, continuer d'influencer bien sûr l'élaboration des politiques de l'Union européenne et puis surtout faire monter en compétence ces 97 volontaires dont je vous parlais précédemment. Nos principaux succès, alors j'en ai mis quelques-uns, mais c'est juste pour vous montrer, c'est en fait parvenir à créer des espaces de discussion avec les décideurs. Donc on s'est lancé en 2019. En octobre 2019, on a créé la première table ronde avec des membres du Parlement européen, donc plus de 30 parlementaires, parce qu'en plus souvent ils sont très heureux de nous rencontrer et d'écouter aussi ce qu'on a à dire et puis de rentrer dans un vrai dialogue où on se rencontre plusieurs fois. Le cabinet de Frans Timmermans, par exemple, donc ça c'est le vice-président à l'action climat. En janvier 2020, on a réussi à convaincre l'une des fondations qui finance en général ce genre d'initiative, la Fondation européenne pour le climat, avec cette idée que finalement, oui, il y a besoin d'avoir des jeunes qui puissent avoir aussi leur voix, parce que les jeunes, ils ont aussi des idées. On a aussi des idées sur les questions de biodiversité, de mobilité durable, etc. Et aussi travailler au niveau des États, parce que moi, je ne savais pas, peut-être que vous le savez, mais la présidence de l'Union européenne tourne tous les 6 mois, et donc, forcément, de travailler aussi, là, on a travaillé, par exemple, avec l'Allemagne, de rencontrer différents ministres, les ministres de l'Environnement, et surtout de le faire de manière inclusive avec des jeunes, non pas seulement de l'Union européenne, mais de l'Europe en général. Et on a beaucoup de membres en Moldavie, en Ukraine, dans le nord de la Scandinavie, par exemple. Par exemple, juste un exemple un petit peu plus concret, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre toutes les politiques qui se passent à un niveau de l'Union européenne et de se dire comment on peut les influencer. Et peut-être que certains d'entre vous ont entendu qu'il y a quelques jours, il y avait un grand sommet à l'ONU sur l'ambition pour le climat. Et nous, ce qu'on demandait de l'Union européenne, c'était un objectif 2030 d'au moins 65% de réduction de CO2. Donc, on a à la fois rencontré des décideurs politiques, fait des campagnes, organisé en faisant des vidéos, tout ça au niveau du mouvement climat, c'est-à-dire à la fois, vous avez peut-être entendu les vendredis pour le futur, Youth for Climate, Fridays for Future, et aussi nos organisations pour pousser, faire des campagnes et travailler pour faire pression sur les décideurs politiques. Au final, l'Union européenne a décidé une ambition de 55% de réduction de CO2 à l'horizon 2030, ce qui n'est pas suffisant pour nous, mais d'autres diront autrement. Donc, ce dont on a besoin, c'est de continuer d'organiser le secrétariat de la coalition, aussi de s'enregistrer en tant qu'association ONG, probablement en Belgique, pour en fait pouvoir aussi demander de nouveaux financements et continuer notre travail, faire une campagne de plaidoyer parce que l'année prochaine, c'est l'année européenne des transports, continuer notre travail aussi avec les présidences de l'Union européenne dont je vous parlais, c'est-à-dire voilà, continuer de faire pression sur les États, bientôt la France en plus, au premier semestre 2022, et avoir d'autres groupes de travail
comme l'agriculture ou sur l'économie durable, qui seraient peut-être d'ailleurs des groupes de travail qui vous intéresseraient plus personnellement. Donc nous, notre budget, il est assez simple en fait. C'est la même chose que l'année dernière, mais pour 12 mois, un salarié, un secrétaire général qui puisse s'occuper de l'administration, et puis en fait aussi aider nos volontaires et leur permettre de comprendre comment l'organisation fonctionne, etc. Et c'est sûr qu'un employé pour gérer 97 volontaires, c'est aussi beaucoup d'implications personnelles. Voilà, et un petit peu pour les transports, bien sûr, parce qu'on essaye aussi de pouvoir avoir des réunions pour vraiment discuter ensemble, mais ça dépendra de si la pandémie nous le permet. Donc voilà, une fiche technique très simple, hein, Bruxelles, les jeunes, et puis un budget qui finalement est le même qu'en 2020, parce qu'il était pour 9 mois, et là on demande pour 12 mois. Voilà, j'espère que c'était pas trop complexe, pas trop vite, très très difficile. Et s'il y a une chose que j'ai appris dans mon engagement au fil du temps, c'est qu'il n'y a rien de plus difficile de parler de l'Union européenne et en plus du climat et de l'environnement. Merci beaucoup. Merci Nathan. Un timing parfait, merci beaucoup pour cette présentation très claire. Donc, on a commencé à avoir une question que je vais vous lire. C'est une question de Marina Poirou de la Fondation La Nature qui vous demande quel statut vous avez actuellement. Oui, donc du coup, on essaye d'avoir une association dans les 4 prochains mois. Donc normalement, à partir de mai-juin 2021, on aura le statut d'association. En Belgique, il faut un décret royal, donc on a la chance d'avoir des amitiés avec une des princesses, mais je pense que ça va prendre quand même 6 mois. Et donc pour l'instant, on est on est organisé à travers l'Institut pour les politiques environnementales européennes. Donc c'est un think tank qui est basé à Bruxelles et qui héberge à la fois les contrats de nos employés et les financements qu'on reçoit. Donc voilà, il y a une situation de confiance très belle avec eux et en plus, on bénéficie aussi du travail formidable qu'ils font sur les politiques environnementales. Voilà, donc c'est comme ça qu'on avait reçu les financements l'année dernière. Donc encore un petit peu bancal, mais bientôt, et en espérant avec l'aide que vous pourrez nous donner, de pouvoir parvenir à être une vraie association, une vraie enregistrée. Et pour le moment, vous avez une association récipiendaire qui peut récolter les fonds. Exactement, c'est ça, l'Institut pour les politiques environnementales européennes. D'accord, parfait. J'ai quelques questions, mais peut-être vous pourrez y répondre directement, qui sont peut-être adressées, qui vous sont adressées. Vous pensez à Surfrider Foundation. Je pense que je suis pas sûre que ce soit une question qui s'adresse à vous spécifiquement ou au 1%. Est-ce que vous voulez y répondre, Nathan, ou vous voulez répondre par chat, comme vous Non, ça me paraît très intéressant. Si c'est l'organisation qui est basée aux Pays-Bas, je crois qu'on avait travaillé un petit peu avec eux, mais il faut que je vérifie ça. Mais en tout cas, merci pour l'idée. Parfait. Bon, en tout cas, vous pourrez lire sur les chats. Vous avez des petits mots, des mises en connexion qui vous sont demandées par d'autres associations. Donc, c'est bien aussi, c'est que en vous écoutant les uns les autres, il y a des connexions qui se mettent en place. Merci beaucoup, Nathan, d'avoir pris la parole aujourd'hui. Et puis, à très bientôt. Vous restez avec nous et on va enchaîner avec l'association On est prêt, avec Lénora Frazao qui est chargée de projet. Si Lénora veut bien monter sur scène. On est prêt, c'est une association donc, qui sensibilise et mobilise sur les enjeux environnementaux à travers des actions de communication massive. Bonjour Lénora, bienvenue. Bonjour. Vous avez été notamment partie prenante dans l'affaire du siècle, dont on entend beaucoup parler. Donc je vous laisse la parole, vous avez 8 minutes. Oui, je mets mon chrono juste, c'est parti. Et pareil, je fais pareil, à tout de suite. Donc bonjour, moi c'est Lénora Frazao, j'ai 25 ans aujourd'hui même et je trouve que c'est une belle manière de sceller un peu cette journée et de vous présenter pour la première fois à autant de personnes qu'en plus j'arrive pas à voir ce nouveau projet, cette nouvelle campagne de sensibilisation autour des espèces en voie de disparition en France qui pour le moment a un titre de travail qui s'appelle Zone Faune. Donc Isabelle a résumé un peu ce qu'était On est prêt, mais je vais y revenir. Et en fait, cette campagne que je vais vous présenter, ça fait à peu près 20 ans, sans mentir, qu'elle germe dans ma tête. Parce que moi, il y a 20 ans, j'habitais en Nouvelle-Calédonie, j'allais pas trop à l'école et je passais mon temps à regarder la faune et la flore qui m'environnaient. J'avais beaucoup de chance. Et un jour, mon père m'a fait faire un tour en hélico, pas très écolo, je vous l'accorde.
Et ça m'a permis en fait de découvrir une nouvelle facette de l'île que je connaissais pas ou peu, et qui était en fait la destruction de cette île par l'extraction minière, qui est une activité principale en Nouvelle-Calédonie. Et c'est là que je me suis rendu compte de manière très innocente qu'il y avait un problème, et je me souviens avoir beaucoup pleuré et avoir demandé à mon père pourquoi on détruisait la forêt et pourquoi il y avait autant de choses qui étaient rejetées dans le lagon. Et donc de cette petite crise et de ce déclic, qui a vraiment été un vrai déclic pour moi, j'en suis arrivée à travailler pour On est prêt qu'Isabelle vous présentait. Donc voilà, on a participé il y a 2 ans à l'affaire du siècle, et c'était l'aboutissement en fait d'une campagne, de notre première campagne, qui s'est déroulée sur 30 jours, qui n'avait rien à voir avec l'affaire du siècle à la base, et qui proposait des défis quotidiens portés par des personnalités, donc autant des youtubeurs que des acteurs, que des instagrammeurs, et qui proposait aux gens d'agir de manière concrète pour le climat. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que pendant 30 jours, ces défis allaient crescendo. Et à la fin, le dernier qui était proposé, c'était de signer la pétition pour l'affaire du siècle, pour la soutenir. Et aujourd'hui, c'est la pétition la plus signée en France, avec 2,4 millions de signataires. Et la vidéo qu'on a produite a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où on a atteint 15 millions de reach. Donc depuis, fort de cette expérience et surtout de l'engouement de notre communauté, on est allé sur de plus en plus de sujets. Je me rends compte que ma présentation s'est pas mise. Je suis désolée. Pourtant, moi, je la voyais. C'est pas grave. On vous écoute quand même. Donc, vous savez, le PowerPoint n'est qu'un support, mais vous pouvez partager l'écran. Ouais, je vais juste essayer de vous le partager. Du coup, je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Hop. Donc voilà, c'était. Est-ce que vous le voyez maintenant? Hop. Parfait. Du coup, voilà, c'était ce que je vous présentais. Du coup, je vais le remettre en mode lecture. Hop. Voici. Donc voilà, ça c'était On est prêt. Donc on travaille avec plein de créateurs de contenu connus sous le nom de youtubeurs, instagrammeurs. On en a vraiment des plus engagés, des moins engagés. Notre but, c'est de les accompagner dans cette transition pour inspirer en fait leur communauté. Et ça marche. C'est aussi ce qui nous démarque de pas mal d'ONG. Et donc aujourd'hui, on a décidé de cette année, en 2021, plus s'axer sur la cause animale. Donc vraiment, ça nous tient à cœur depuis un moment, et c'est le timing parfait. Et on a décidé, on est parti d'un constat très simple avec un de mes collègues, c'était que la destruction des habitats dont je vous parlais précédemment, c'est la première cause de la destruction de la biodiversité dans le monde. Vous avez tous entendu parler de la 6e extinction de masse. Que ce soit au niveau international ou en France, c'est pour les mêmes raisons. En plus des chiffres qui s'affichent sur votre écran, il faut savoir qu'en France, on a à peu près 20% de notre territoire qui est protégé, mais avec des statuts qui ne sont pas toujours les mêmes, et on n'a que 2%, même pas, qui sont protégés par des statuts de très haute préservation. Donc nous, on s'est demandé comment on pouvait responsabiliser les gens et les sensibiliser sur ces questions-là, et surtout faire en sorte qu'ils comprennent que l'extinction des espèces, ça ne se passe pas seulement en Afrique ou dans d'autres parties du globe, mais que c'est bien sur tout type d'animaux, que ce soit les insectes que vous voyez même pas dans les parcs qui vous environnent, que des plus gros mammifères comme le lynx, par exemple. Donc cette campagne, on l'a pensée en 2 axes. Le premier, qui est très important et qui nous amènera du coup sur le deuxième, c'est de vraiment sensibiliser et de donner des clés d'action quotidiennes, comme on l'a fait par le passé dans plein de campagnes qui ont beaucoup fonctionné. Et ça permet de déclencher des actions et des émotions qui sont positives et qui nous permettent de créer des mobilisations joyeuses où les gens se rassemblent, certes font des constats alarmants, mais derrière peuvent se mobiliser et s'outiller avec des leviers d'action concrets, qui soient individuels ou collectifs. Et donc, à partir de ça, on s'est dit qu'en leur donnant cette première phase d'action, on pouvait aussi aller un peu plus loin et participer à un vrai projet de préservation durable. Et donc, on s'est lancé le pari un peu fou, via cette campagne de sensibilisation, de faire une campagne de récolte de dons auprès de ces communautés qui seront sensibilisées pour préserver l'habitat de la faune et de la flore, en créant un espace, en rachetant des terres et en le gérant derrière pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, pour vous résumer un peu comment cette campagne de sensibilisation elle va voir le jour sur Internet, en fait, il s'agit tout simplement d'abord d'une landing page, donc un site Internet somme toute, avec toutes les informations que vous pourrez retrouver sur les autres réseaux sociaux, c'est-à-dire tous les jours à partir du printemps 2021 pendant 21 jours.
vous retrouverez un animal à sauver. Pourquoi il est menacé d'extinction en France et en quoi l'humain est responsable de cette disparition. Et surtout, ces fameuses clés d'action et ces documents pour aller plus loin et pour comprendre comment agir à nos côtés. Ça, c'est du classique. Et là, ce qui nous importe énormément sur cette première campagne, en fait, c'est d'arriver sur TikTok. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, TikTok, c'est la plateforme émergente du moment. Tous les jeunes, en fait, sont sur cette plateforme, que ce soit ceux qui n'ont jamais connu Facebook, qui en entendent parler, mais qui ne s'inscriront pas, que des gens qui utilisent encore Instagram, mais qui le délaissent peu à peu pour cette plateforme. Donc, vous voyez les chiffres du premier confinement. On est à plus de 11 millions d'utilisateurs à l'heure actuelle, et c'est surtout des communautés qui sont très engagées sur cette plateforme, qui restent beaucoup et qui veulent s'informer. Donc, on a monté un partenariat avec TikTok qui va nous permettre d'être mis en avant tout au long de ce mois de campagne et qui va aussi nous permettre d'aller chercher des créateurs de contenu qu'on n'avait pas encore dans nos petits papiers, qu'on appelle les TikTokers et qui sont plus jeunes et qui communiquent aussi d'une manière différente à travers ce réseau social. Et bien sûr, on ne va pas délaisser nos plateformes habituelles qui sont Instagram, Facebook, Twitter, en accent énormément aussi sur Instagram, où ce sera les mêmes contenus, mais déclinés pour la plateforme et qui donneront aussi à une audience très jeune les mêmes clés d'action. Ensuite, pour toute cette campagne qu'on a imaginée, évidemment, on est prêt. Nous, notre cœur de métier, c'est la communication, mais à chaque fois, on s'entoure d'experts pour répondre aux questions qu'on se pose et surtout pour donner corps à nos campagnes. Donc, il y a des experts scientifiques, il y a aussi des experts de terrain que je vais vous présenter et des experts des réseaux sociaux. Et donc, tout ça, ça va vous permettre d'abord de le faire au niveau local, donc cette campagne sur un premier terrain. Et puis ensuite, peut-être de démultiplier le projet au niveau national, voire international à terme. Donc, nos partenaires stratégiques, il y a d'abord le partenaire opérationnel, c'est le Centre Athénas. C'est eux qui vont pouvoir bénéficier des dons que feront les communautés. Ils récolteront l'argent, ils rachèteront le terrain en question. Donc, c'est un terrain sur lequel on a plein de pistes et on est en train de voir lequel sera écologiquement le plus stratégique. Donc, le Centre Athénas, en quelques mots, ça fait plus de 30 ans qu'ils travaillent dans la préservation des espèces sauvages en France qui sont menacées. Ils sont reconnus pour leurs actions, notamment la préservation du grand lynx. Ils sont situés dans le Jura. Et pour être sûr que la gestion et le rachat de ce terrain se fassent en toute transparence et surtout que le processus soit fluide, on est en train de rassembler un comité scientifique autour de la question. Donc, il y a Gilles Boeuf, qui est le premier scientifique à qui j'ai parlé de cette campagne, avec qui on travaille beaucoup, qui était assez emballé, et puis d'autres personnes et d'autres associations, dont pour le moment Bretagne Vivante, la Soptom. Vous pourrez retrouver plus de détails dans les annexes. Et bien sûr, on a ces partenaires stratégiques, dont par exemple TikTok, dont je vous parlais tout à l'heure, et puis aussi les créateurs et les créatrices, ceux avec qui on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, et puis les nouveaux qui sont en train d'arriver, notamment via TikTok. Donc voilà, pourquoi devenir partenaire, vous le savez, vu que vous faites partie de 1%. J'ai juste repris 2 champs d'action qui étaient mis en avant par 1%, donc s'occuper de façon saine et durable des espaces naturels, et aussi cette obligation qu'on a de conserver et de protéger la richesse de notre territoire pour assurer juste le soutien de toute vie humaine. Donc voilà, là, c'est le timing que je vais vous présenter. Donc, on a déjà commencé à travailler sur cette campagne depuis plusieurs semaines. En janvier, on va vraiment finaliser la préparation pour passer à une production courant février. Et puis, bien sûr, l'arrivée sur les réseaux de la campagne au printemps 2021. On a l'habitude de travailler dans ces timings, c'est tout à fait réaliste et on connaît aussi nos partenaires et on sait qu'ils nous suivront sur cette deadline-là. Donc voilà, pour terminer, voici l'enveloppe qui est demandée auprès de 1% et auprès de vous. Sachez que c'est un succès qui sera atteint seulement si on arrive à co-construire cette campagne avec nos partenaires financiers. C'est vraiment un vrai atout pour nous et puis un vrai désir. Et bien sûr, on est en train de démarcher d'autres financeurs sur ce budget à l'heure actuelle. C'est justement cette grosse campagne de mobilisation et de sensibilisation dont je vous ai parlé qui va nous permettre de lever suffisamment de fonds pour acheter le terrain dont je vous parlais. Et voilà. Donc, j'espère qu'on pourra en parler plus en avant et que vous avez des questions auxquelles j'ai hâte de répondre.
Merci Lénora. On a largement dépassé le temps. Si vous, voilà, on voyait juste pas la dernière ligne qui était le montant que vous demandiez, et je crois qu'il était de 50 000. 50 000 euros, pardon, auprès de Mardi pour la planète. Merci, c'est entendu. Merci beaucoup. Pour le moment, j'ai pas vu de questions, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions à poser à Lénora et à l'association On est. Un instant. Pardonnez-moi, j'ai été éjectée de la scène. Je vais demander à Plastic Odyssée de bien vouloir nous rejoindre. Nous avons Maïté Abos, qui est responsable de l'association. Merci de nous rejoindre pour votre présentation. Je vous laisse prendre la main et puis on met le chrono. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Parfait. Alors, je lance ma présentation. Voilà, parfait. Merci. À tout de suite. Bonjour à tous. Je m'appelle Maïté. J'ai 32 ans et je vis au bord de la mer à Marseille. Il y a 2 ans, j'ai rejoint. Ça se fait des slides, excusez-moi. Il y a 2 ans, j'ai rejoint le projet Plastic Odyssée. Plastic Odyssée, c'est une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique. Une vingtaine de jeunes explorateurs qui vont partir pendant 3 ans, sillonner 3 continents et faire étape dans 30 villes, 30 régions les plus touchées par la pollution plastique, pour inventer avec les populations. Maïté, je suis désolée, le son, oui, mais le son est très mauvais. Je ne sais pas si vous pouvez éventuellement prendre un autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? On va essayer. Parfait. Alors, je vous disais donc qu'il y a 2 ans, j'ai rejoint le projet Plastic Odyssée. Et Plastic Odyssée, c'est une expédition autour du monde pour lutter contre la pollution plastique. Une vingtaine de jeunes explorateurs qui vont partir pendant 3 ans, sillonner 3 continents, faire étape dans 30 villes pour inventer avec les populations locales des solutions pour que le plastique finisse plus sa course dans l'océan. C'est un projet qui me touche beaucoup et je vais vous raconter pourquoi. Je suis née en 1988 et quelques minutes après ma naissance, on m'a mis sur les fesses une couche en plastique, puis 2, puis 3, puis 10. Et à 2 ans, mes parents avaient jeté entre 4 et 6 000 couches et donc j'avais déjà produit par moi toute seule 1 tonne de déchets. Puis j'ai eu mes premiers jouets en plastique, chacun bien emballé, aussi dans une boîte en plastique que je déchirais en 30 secondes et qui partait aussitôt à la poubelle. Puis j'ai grandi, je suis allée à l'école armée de stylos bic qu'on jetait tout entier quand il n'y avait plus d'encre dans le réservoir. Bref, ma génération a été biberonnée au plastique et au plastique jetable. Et aujourd'hui, à 32 ans, j'ai déjà produit une montagne de déchets plastiques qui sont sûrement quelque part dans la nature et qui se dégraderont jamais. En fait, on m'a toujours dit que tout ce plastique disparaissait quand je le mettais à la poubelle et qu'il suffisait de le mettre dans la poubelle jaune pour que ça disparaisse de la surface du globe. Aujourd'hui, en habitant au bord de la mer, je fais le constat que ce plastique n'a pas du tout disparu. Et je constate aussi que ma génération va vraiment devoir redoubler de créativité pour trouver des solutions et pour faire différemment. Pour vous donner quelques chiffres, depuis l'invention du plastique, il y a 8 milliards de tonnes qui ont été produites et seulement une toute petite partie a été recyclée, même pas 10%. Ça veut dire qu'il reste aujourd'hui dans la nature plus de 5 milliards de tonnes de plastique qui se baladent et qui finiront au premier coup de vent dans les rivières et au final dans l'océan. Et le pire, c'est que la production continue d'augmenter. Ces 15 dernières années, on a produit dans le monde plus de plastique que tout ce qu'on avait produit depuis son invention. Alors les scientifiques sont formels. Si on ne change rien, si on continue de fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui, en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Autre information peut-être pour ceux qui ne seraient pas particulièrement sensibles à la cause des océans, le problème plastique est tel aujourd'hui que chacun de nous avale chaque semaine 5 grammes de plastique. C'est l'équivalent d'une carte de crédit qu'on ingère chaque semaine. On l'avale via le poisson qu'on mange, mais aussi via l'eau en bouteille, via l'air qu'on respire, qui est de plus en plus chargé de microparticules de plastique. Donc on est tous d'accord pour dire que l'heure est grave. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est comment on fait. Et ça fait 20 ans que les ingénieurs s'activent en laboratoire pour inventer la machine qui va nous sauver. On a inventé des bactéries de synthèse qui dévorent nos déchets plastiques, des aspirateurs géants qui vont aller aspirer le plastique qu'on déverse nous-mêmes dans l'océan, des poubelles de mer connectées qui attirent le plastique qui flotte dans leur filet. Finalement, la génération de nos parents a inventé tout un
tas de solutions techniques pour régler un problème qui en fait est un problème humain. Et pendant que ces machines tournent à plein régime, pendant que les aspirateurs nettoient l'océan, que les bactéries dévorent les morceaux de plastique, on continue de déverser chaque minute 19 tonnes de déchets plastiques dans l'océan. C'est un peu comme si la baignoire débordait et qu'on cherchait la solution pour éponger le sol plutôt que d'aller couper le robinet. En fait, on a oublié un facteur dans l'équation de la pollution plastique, c'est l'humain. L'humain qui produit le plastique, l'humain qui le consomme, qui le jette, et puis surtout l'humain qui veut l'oublier. Pour empêcher tout ce plastique de finir dans l'océan, c'est pas d'une nouvelle machine dont on a besoin finalement. Pour empêcher tout ce plastique de finir dans l'océan, il faut réduire notre utilisation de plastique au quotidien, donner une seconde vie aux déchets plastiques qu'on produit, et c'est là-dessus qu'on a besoin d'idées nouvelles. Des idées concrètes, des idées heureuses et des idées pour que les gens trouvent un intérêt à le faire. Le projet de l'association Plastic Odyssée dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de construire un village itinérant qui circulera de ville en ville pour aller à la rencontre des citoyens du monde entier et inventer avec eux des alternatives à cette société du plastique jetable. Des solutions qui sont à taille humaine, portées par des citoyens, mais surtout des solutions qui sont en lien avec les réalités de chacun et dans lesquelles chacun puisse trouver un intérêt. Je vous donne quelques exemples. En réutilisant des déchets plastiques, on peut par exemple fabriquer du mobilier, et donc, on pourrait imaginer équiper une école à moindre coût. En utilisant le marc de café, on peut fabriquer des contenants et donc éviter les barquettes en plastique jetable, tout en donnant une valeur à ce marc de café qui serait jeté sinon, et donc un revenu potentiel pour le tenancier du café. Donc d'un côté, on dépollue, on lutte contre la pollution plastique, et en plus, on fabrique une ressource qui est utile localement, où on permet à quelqu'un de vivre de cette activité. Notre projet, c'est de faire connaître toutes ces solutions, c'est de les diffuser partout où il y en a besoin, et c'est d'aller proposer aux habitants du monde entier des outils pour qu'ils puissent s'en saisir, les répliquer, les adapter, ou bien en inventer de nouvelles. Le village Plastic Odyssée, c'est une structure mobile qui contient tout le matériel pour permettre aux citoyens de comprendre ce que c'est que cette matière plastique, les impacts de la pollution, et puis de construire des solutions qui leur conviennent. Alors on y accueillera des jeunes, on y accueillera des moins jeunes, on y accueillera des femmes, des hommes, des artisans, tous ceux qui vivent sur place et qui subissent cette pollution plastique. Et ce village, il contiendra 4 ateliers, tous équipés, qui seront en libre service pour les habitants pendant toute la durée de l'étape. On aura un observatoire de la pollution plastique, des filets à plancton, des tamis, des microscopes pour faire des analyses et repérer le microplastique dans son environnement. On aura un marché des alternatives dans lequel on est en train de rassembler des solutions du monde entier pour se passer de plastique ou donner une seconde vie aux déchets. Ces solutions, les gens pourront les découvrir, les voir, les toucher et peut-être les reproduire ou les adapter localement. Et puis, on aura un petit atelier de création, des outils de bricolage, un broyeur, une presse, une petite extrudeuse pour transformer sur place les déchets en objets utiles à la vie locale. Des objets, des contenants, des petits outils. Et ce village, il circulera de ville en ville, d'abord en France, puis dans les régions les plus touchées par la pollution plastique. Il ira en Afrique, en Amérique du Sud, puis en Asie du Sud-Est. Et ce village, il sera acheminé d'une étape à l'autre par un bateau unique en son genre. C'est le premier projet de Plastic Odyssée que vous connaissez peut-être, un ancien bateau de recherche océanographique de 40 mètres qui a été reconverti en laboratoire flottant et qui embarque à son bord des machines pour transformer le plastique en ressources utiles. Du carburant qui permettra de faire avancer le bateau, mais aussi des briques, des matières isolantes, du mobilier. Ce bateau, on aimerait lui rajouter une nouvelle dimension, citoyenne, terrain ou terrestre. Et il pourrait donc embarquer à son bord le village Plastic Odyssée que je viens de vous présenter, et ce pendant toute la durée de l'expédition. Village qu'on déchargerait à chaque escale pour le déployer au cœur de la ville, là où sont les habitants. Et pour ça, on a besoin de votre aide pour finaliser la construction de ce village et pour pouvoir le faire circuler sur 3 continents. On a besoin de financement. On a plusieurs mécènes et collectivités publiques qui nous ont déjà soutenus. Il nous reste maintenant à trouver les 52 000 € manquants pour pouvoir finaliser la fabrication de ce village et lancer le départ en France, puis lancer la mission en Méditerranée. Alors, quelques informations sur le calendrier. Le départ au tour du monde avait été fixé en janvier, mais le contexte Covid en aura voulu autrement. Alors, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce qu'on met tout en pause et on attend que le Covid disparaisse de la surface du globe pour lancer le départ? Et puis, on s'est dit, ça ne peut plus attendre. Il y a 19 tonnes de plastique supplémentaires qui sont déversées dans l'océan chaque minute. Les masques ne vont pas arranger le problème. Alors, on a décidé de tout de même lancer l'expédition en démarrant par ce qu'il était possible de faire, c'est-à-dire la France. Donc, le village commencera à voyager en France au printemps. Et puis, dès que ce sera possible, on prendra le large et on partira autour du monde en septembre.
En attendant, on profitera de ces quelques mois pour finaliser la construction du village avec un défi qu'on s'est lancé qui est de le construire sans aucun plastique neuf et de fabriquer également les outils qui seront mis en libre accès dans ce village. Ce village, on a vraiment envie qu'il puisse exister parce que les solutions au problème de la pollution plastique, elles ne s'inventeront pas en laboratoire parce que ce n'est pas de solutions uniquement techniques dont on a besoin, mais des solutions qui soient humaines, des solutions qui permettent d'utiliser moins de plastique au quotidien, qui sont ingénieuses, qui peuvent être techniques, mais aussi et surtout des solutions qui font écho aux réalités et aux besoins de chacun. Des solutions qui finalement font le lien entre défis plastiques planétaires et vie quotidienne. Vous l'avez vu en introduction, notre océan déborde de plastique et pour que les gens investissent vraiment leur temps et leur énergie dans cette lutte contre la pollution plastique, il faut qu'ils y trouvent un intérêt. Et là-dessus, on a grand besoin d'idées nouvelles et c'est ces idées qu'on va aller chercher autour du monde pour les coécrire avec les gens qui vivent sur place. Merci de votre attention. Merci beaucoup Maïté, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que il reste quelques secondes pour d'éventuelles questions parce qu'on a dépassé largement les 8 minutes. Pour le moment, je n'en vois pas et elles pourront venir après. Donc, n'hésitez pas à rester avec nous pour éventuellement répondre à ceux qui vont peut-être vous les poser par chat. Maintenant, je vais du coup, merci beaucoup Maïté. Je vous remercie pour ce pitch. Je vais proposer à Antoine Pin de Protect Our Winters de prendre la parole, de monter sur scène. Bienvenue, Antoine. Oui, bonjour. Merci Isabelle. Merci à vous. Je vous laisse la parole et puis je mets mon chronomètre. Parfait. Est-ce que tout va bien à l'écran au niveau du son, au niveau de la vidéo, tout est bon? Alors, pour le moment, ça fonctionne. D'ailleurs, ce que je voulais dire, juste par rapport à la présentation de Maïté, et on en reparlera, mais le son avait eu quelques petits soucis techniques. Donc, Antoine, je vais couper mon son, ma caméra, et tout à l'heure, quand je la remettais, ça améliorait le son de Maïté. Je ne sais pas pourquoi, mais donc là, je vais quand même couper. Et si jamais il y avait un souci, je reviendrai, mais ça serait juste pour si ça peut aider. Voilà. Pas de problème. Merci Isabelle. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci de prendre du temps sur votre après-midi que j'imagine bien chargé pour venir écouter tous ces beaux projets. On espère qu'ils vous plairont tous et toutes les associations pourront obtenir votre soutien. Moi, je m'appelle Antoine Pin, je suis directeur de l'association Protect Our Winters France. Et Protect Our Winters France, c'est donc une communauté d'individus dédiés à leur sport, des pionniers, des entreprises innovantes, des territoires, du tourisme lié à la montagne qui veulent insuffler des solutions politiques systémique face au réchauffement climatique. On est très fan des actions individuelles. On pense que c'est une des solutions importantes dans la transition, mais on veut aussi pouvoir insuffler des solutions qui viennent d'un peu plus haut et qui nous permettent d'être cadrés, encouragés et d'avoir une expérience gratifiante dans notre expérience de transition. Donc, Pau France, c'est basé à Annecy. On est 2 employés. En fait, moi, je suis un employé à temps plein et on a des stagiaires et services civiques qui se succèdent pour nous aider dans nos missions et également une équipe de bénévoles très importante dont vous pourrez rencontrer une des personnes qui est Clément, qui est dans le chat en ce moment et qui pourra peut-être répondre à vos questions à mesure que la présentation avance. On a environ 300 adhérents. Ça, c'était pour l'année dernière. Cette année, en un seul mois d'adhésion, on a déjà dépassé les 120 adhérents. Donc, on sent que le mouvement prend de l'ampleur. Et nous sommes actifs à peu près sur tous les massifs français, mais également en fait dans tous les endroits, dans toutes les localités où vous pouvez trouver des passionnés de montagne, que ce soit dans les centres urbains ou dans les territoires les plus éloignés de nos beaux massifs. Nous avons nous aussi une présence au niveau européen, puisque nous faisons partie de l'association Pau Europe, qui regroupe donc 9 antennes européennes, que ce soit l'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et les autres pays qui vous sont cités dans cette présentation. Et nous sommes également membres du réseau Pau International qui compte 14 membres à travers le monde entier. Notre projet, donc, il vise à réduire les émissions carbone liées au déplacement à destination de la montagne en remettant le train et les transports en commun, mais on espère vraiment principalement le train pour ses vertus décarbonées, en remettant ces transports-là au cœur de l'accès à la montagne. Donc ici, pour vous illustrer tout ça, on a un magnifique sourire de Thomas Delfino, qui est un de nos ambassadeurs, un des riders professionnels qui nous accompagne. Et c'est une image qui est tirée du film Shelter, dont Clément, je crois, va vous copier-coller le lien dans le chat, et je vous invite à aller voir ça, c'est gratuit sur YouTube, et qui vous montrera une partie du travail qu'on essaie de faire au niveau de l'aspect culturel de la question de l'accès à la montagne.
Donc, ce projet, c'est le POPAS. Le POPAS, quelle est sa raison d'être? En fait, 60% des émissions carbone liées à l'exploitation d'une station de montagne, donc que ce soit pour ses activités hivernales, estivales, et on peut extrapoler ce chiffre à tous les territoires de tourisme en montagne. Donc, 60% de ces émissions-là viennent uniquement du transport, que ce soit celui des locaux ou que ce soit celui des vacanciers. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on change la culture de l'accès à la montagne pour la préserver, pour préserver ses activités, pour développer ses activités aussi. Après l'été qu'on a vécu et la très grande fréquentation des zones de montagne, on sent qu'il y a un réel attrait de tout le monde en fait pour la montagne. Et l'idée, c'est de pouvoir délaisser la voiture et l'avion pour l'utilisation massive du train, comme je vous l'ai dit, du train en premier et des transports en commun ensuite. Alors, ce projet-là s'adresse tout particulièrement aux vacanciers, mais vous verrez, j'aborderai une partie qui parlera de ce qu'on peut faire également pour les transports des locaux. Donc ça, c'est la prémisse de notre projet. Face à cette problématique-là, donc d'avoir en fait des vacanciers qui viennent contribuer à l'économie d'un espace de montagne et en utilisant leurs moyens de transport carbonés, se rendent eux-mêmes coupables de la destruction, en tout cas responsables de la destruction de ces territoires-là, au même titre que toutes les activités qui émettent du carbone. On se dit qu'il y a là une incongruité assez forte et qu'il faut qu'on trouve un moyen de continuer à faire venir ces gens qui permettent de faire venir les territoires de montagne de cette façon touristique. Il y a bien d'autres façons de vivre en montagne qu'à travers le tourisme, mais qu'on veut pouvoir leur permettre de venir sans contribuer encore une fois, aux émissions carbone qui sont à l'origine de la destruction des espaces qui nous passionnent tant. 4 solutions pour ça. La première, la création de contenu inspirant pour créer un nouveau standard, une nouvelle culture, une nouvelle norme pour l'accès à la montagne. Le film dont je vous parlais, Shelter, en fait partie et nous avons tout un panel de projets en lien avec nos ambassadeurs et en lien avec notre communauté pour mettre en avant l'accès à la montagne sans voiture. Que ce soit en hiver ou en été. Bien sûr, on sera plus intéressé à l'hiver pour les prochains mois qui arrivent. On va également accompagner la création et insuffler la création d'une plateforme qui va enfin pouvoir permettre la réservation du trajet et du forfait d'activité à un tarif préférentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on veut pouvoir lier la façon dont vous venez à la montagne aux activités que vous faites, et pour les gens qui fournissent des activités, que ce soit de l'hébergement, des forfaits de ski, des forfaits de VTT, enfin toutes les activités qui sont possibles en montagne, de pouvoir récompenser en fait la clientèle, les vacanciers qui choisissent le moyen qui respecte le plus la destination, à savoir un moyen de transport décarboné. Pour ça, on a tout un panel de partenaires techniques, comme une start-up lyonnaise qui s'appelle Lico, qui nous permet de faire du MaaS, du Mobility as a Service, et qui permet vraiment d'abandonner sa voiture et de réserver un trajet de porte à porte en un seul clic, en un seul achat, et d'avoir une gratification financière à la suite. Ce qui y aura d'important pour nous aussi, ça sera la compilation des données qui ont été récoltées à travers la plateforme pour pouvoir en fait les valoriser auprès de nouveaux partenaires, certes, mais surtout auprès des administrations et autorités régulatrices du transport pour montrer qu'il y a un réel attrait, qu'il peut y avoir des manquements ou que certaines lignes fonctionnent très bien. C'est une des choses qu'on s'est rendu compte. Il y a très peu de retours d'expérience sur les lignes qui lient la montagne au reste du territoire. Souvent, il y a même un manque de communication et nous, on pense qu'à travers ce projet-là, à travers cette plateforme-là, on peut recréer un peu plus de cohérence. On va pouvoir mettre en avant ces données-là et surtout, au-delà de les mettre en avant auprès des administrations régulatrices, on veut pouvoir animer à travers ce projet-là des dynamiques territoriales. C'est ce que l'on fait déjà à travers notre présence sur plusieurs groupements et notamment à travers notre adhésion toute récente à la Fédération nationale des associations des utilisateurs de transport, excusez-moi. L'idée pour nous, c'est de pouvoir créer des dynamiques territoriales qui vont permettre en fait d'insuffler de vrais changements au niveau des instances, qu'elles soient régionales, départementales, nationales, en faveur du train à destination de la montagne. Alors, certes, je vous ai beaucoup parlé de montagne jusqu'à présent, mais ce qu'on pense, c'est que c'est pour nous l'occasion aussi d'aider au développement de la mobilité pour toutes les personnes qui se trouvent dans nos régions, pas simplement celles des personnes qui voudraient aller en montagne, puisque les lignes de train qui seront utilisées ou qui seront mises en avant à travers nos actions seront utilisables par tout un chacun et on l'espère que ce soit pour le tourisme, le transport de marchandises ou les transports professionnels pour les particuliers. Rapidement, nos besoins financiers, en fait, c'est un projet qui a déjà trouvé son adhésion auprès de plusieurs mécènes, notamment la marque The North Face et l'entreprise Decathlon. Et nous, on vient chercher un complément de 15 000 € pour pouvoir boucler finalement le budget de ce projet-là. On a choisi d'investir des fonds propres à l'association, puisque de toute façon, ça fait partie de nos missions. On a choisi d'investir ces fonds dans la création de contenu inspirant, parce qu'on fait ça en lien avec nos ambassadeurs, dans le plaidoyer et dans la compilation,
Il nous manque donc un peu de financement pour venir compléter cette plateforme, pouvoir venir la mettre en place avec nos partenaires et proposer un service de mobilité qui soit adéquat face à la problématique que je vous ai présentée. Rapidement, un agenda. Le cahier des charges est en train d'être finalisé dans les semaines que nous sommes en train de vivre et qui devrait être normalement prêt, on l'espère, pour fin janvier, début février. On a une étape de plaidoyer régional puisque les élections régionales arriveront en juin et que la région est une des autorités régulatrices du transport les plus pertinentes pour la concrétisation de ce projet. On pense notamment qu'on va pouvoir demander en tant que secteur montagne la concentration des aides à ce secteur-là autour du transport et non autour de la sécurisation de la ressource en neige, et on vise un lancement en novembre 2021 pour une première saison hivernale suivie d'une saison printanière et estivale en 2022. Rapidement, c'est donc un budget à 50 000 €. On espère pouvoir toucher 5 000 trajets, en tout cas avoir 5 000 trajets réservés pour une première année. Et ce qu'on espère vraiment, c'est créer une nouvelle norme dans l'accès à la montagne, que ces images que vous avez de péage à péage, de milliers et de milliers de véhicules bloqués les uns à la suite des autres ne représentent plus l'accès à la montagne, mais qu'on ait cette nouvelle image qui soit sans voiture, sans carbone et accessible à tous. Donc, pour terminer, je vous mets un petit résumé. J'ai un tout petit peu dépassé, donc le résumé, je pourrais répondre dans les questions. Et je vous remercie et vous invite à me poser des questions pendant la petite minute qui reste sur le temps qui m'était alloué. Merci beaucoup, Antoine. Pour le moment, je n'ai pas vu de questions. Je vous propose à ceux qui nous écoutent d'éventuellement poser vos questions par chat si y en a qui vous viennent en tête. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, pour cette présentation. Quand même bien dans les temps, bravo, très intéressant. Et puis continuez à regarder les éventuels commentaires et questions peut-être qui viendront pour vous par chat. Du coup, je vais demander à Marie Cavagnol. Merci Antoine, à bientôt, à très vite. Du coup, si vous voulez, je peux vous… Ouais. Si vous n'arrivez pas à sortir vous-même. De la scène, s'il vous plaît. Merci. Merci Antoine, à bientôt. Bonne journée. Du coup, je vais demander à l'association Le REFED, à Marie Cavagnol, ainsi la responsable du programme Campus, si Marie peut nous rejoindre sur scène. Donc, le REFED, c'est le réseau des étudiants français pour le développement durable. Alors, Marie me dit que son micro et sa caméra ne veulent pas se déclencher. Alors, est-ce que vous voulez sortir, Marie, et peut-être revenir? C'est une réponse un peu classique. On ne vous aide pas beaucoup en vous disant ça, mais je vous propose peut-être en tout cas d'essayer de peut-être de sortir et de revenir. Peut-être que vous n'êtes pas connecté avec la même adresse mail, mais en tout cas là, je viens de vous réinviter à monter sur scène. Je remercie tous ceux qui sont en ligne pour leur patience. On est toujours trahis par la technique. Donc, on attend Marie du REFED. En tout cas, ce que je vais faire, c'est en attendant que Marie puisse prendre la parole, je voudrais vous dire à tous ce que j'ai pas pu vous dire en introduction. En tout cas, c'était que le principe des Mardis pour la planète, c'était de donner la parole à 3 séries d'associations. Donc, les premières étant sur l'agriculture, les secondes sur la biodiversité et aujourd'hui, c'est sur la jeunesse. Vous dire aussi qu'avec ce système de Mardi pour la planète, on a chaque semaine, du coup, ces 6 associations qui pitchent et qui ont une page de crowdfunding sur laquelle le 1% for the Planet double les dons. Donc, à la fin ça a déjà commencé ce matin pour cette première série cette 3e série, pardon, d'associations sur la jeunesse. Donc, vous pouvez, en tant qu'individu, vous pouvez donner à ces associations et 1% for the Planet va abonder votre don. Donc, ça nous permet d'accélérer et, en principe, d'augmenter les dons puisque l'abondement est toujours intéressant pour les donateurs. Tant que si Marie n'arrive pas à nous rejoindre, si Marie est en train de taper, donc je suis en même temps le chat. C'est dommage, Marie, du coup, si vous n'arrivez pas à nous rejoindre. Dommage, ça peut arriver, les problèmes techniques, mais on vous laissera une autre opportunité à un autre moment. Si la technique nous trahit,
je vous recommande dans ce cas-là, à tous ceux qui nous écoutent, d'aller voir le projet du REFED, qui est vraiment intéressant, comme au même titre que les autres, la volonté de toucher un certain nombre d'étudiants qui sont peut-être, qui non seulement sont de plus en plus dans une précarité, mais en plus dans une précarité, on va dire, pour s'alimenter, et encore plus pour s'alimenter en bio. Parfait, j'ai votre plan B qui a pris la main. Merci Julie. Oui, bonjour, du coup je vais remplacer Marie. Est-ce que vous Oui. m'entendez bien? Oui, on vous entend parfaitement. Ok, alors je vais essayer de déposer ma présentation, donc je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, vous faites un partage d'écran et sinon, en attendant, vous pouvez, je peux éventuellement continuer à présenter le REFED. Partager l'écran. Non, excusez-moi, du coup, c'est... je vais y arriver. Hein. Parfait, on attend, il n'y a pas de problème. Vous avez ma présentation là, du coup ou pas encore, mais ça prend toujours un petit peu de temps, le temps que ça mouline toujours un petit peu. Ok, donc normalement... C'est bon, ça mouline, impeccable. Merci beaucoup. Pour le problème technique. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le REFED. Donc, le REFED, c'est le réseau français des étudiants pour le développement durable. Donc, c'est un réseau d'associations, de 150 associations étudiantes qui mènent des projets en lien avec les enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité. Donc, nos objectifs, c'est de sensibiliser les étudiants sur les enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité, mais aussi transformer les campus pour qu'ils soient plus durables à la fois dans leur fonctionnement, dans leur gestion de l'énergie, des déchets, de l'alimentation, mais aussi transformer les campus pour qu'ils intègrent les enjeux environnementaux, climatiques et de biodiversité dans les formations d'enseignement supérieur. Donc actuellement, donc on a 150 associations étudiantes membres, on est présent à Paris, mais aussi dans toute la France à travers nos assos membres, et on a 4 antennes locales, donc à Paris, Lyon, Lille et Bordeaux, et on est présent dans 100 établissements d'enseignement supérieur, à la fois dans des écoles privées, à la fois dans des universités, et on est présent dans 50 villes de France. Donc actuellement, on a 5 salariés, on travaille avec 8 volontaires en service civique, on a un conseil d'administration qui est composé d'associations étudiantes, notre bureau sont aussi des étudiants. Voilà, donc on a un budget annuel de 230 000 € en 2019 et nos actions donc, sont diverses pour essayer d'atteindre ces objectifs-là de sensibilisation et de transformation des campus. Donc on mène des projets qui sont à la fois nationaux et locaux, on fait des formations et aussi on fait beaucoup de plaidoyer pour porter ces sujets-là auprès des institutions académiques et publiques. Est-ce que vous voyez toujours ma présentation? Ok, très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on essaye de porter et qui a été développé initialement par une de nos associations membres qui s'appelle Foodent et qui est en fait le mix de food et student et qui a pour mission et objectif, donc, dans un premier temps, d'informer les étudiants sur les questions d'alimentation durable. Et dans un second temps, de construire en fait en parallèle un réseau d'enseignes de distribution durable pour les étudiants en fait qui, via des réductions sur présentation de leur carte étudiante, peuvent accéder à des produits bio, locaux et de saison, donc dans des enseignes voilà, de distribution de produits durables que l'on peut connaître. Donc, pourquoi on en est arrivé là? Parce que déjà, tout simplement, la demande des étudiants est de plus en plus croissante au niveau des produits, enfin des enjeux environnementaux de manière globale, mais aussi au niveau de leur habitude de consommation. Donc, on a envoyé une grande consultation nationale étudiante fin d'année 2020 et qui nous a fait remonter en fait de nombreux chiffres sur plein de questions de société, mais sur les questions d'alimentation, là par exemple, on peut constater que 87% des répondants, donc des étudiants, se disent prêts à changer leur habitude de consommation, mais du coup, qu'est-ce qui les en empêche? Donc les 3 obstacles qui ont été remontés en fait, et de loin, le premier c'est le prix. En second, c'est le manque d'informations et le manque d'alternatives. Mais le premier, effectivement, c'est le prix, c'est que les étudiants veulent consommer de manière plus durable, mais sont souvent empêchés par les questions de prix, et d'autant plus voilà, dans ces périodes où on sait que la précarité étudiante
et de plus en plus croissante. Du coup, ce projet-là a pour objectif, effectivement, donc, non seulement de faire adhérer les étudiants à ce réseau qui leur permet d'avoir des réductions dans des boutiques voilà, qui proposent des produits bio et de se former à travers donc, des recettes zéro déchet, de saison, locales, bio et des contenus pédagogiques donc, sur des produits, des labels, des étiquettes et forcément tout ce qui est fruits et légumes de saison. Donc, on essaye de développer ce projet-là avec aussi un réseau d'ambassadeurs, donc à travers notre réseau d'associations étudiantes membres, mais on veut développer un système d'ambassadeurs et d'ambassadrices qui pourraient développer le réseau à travers les boutiques qui se trouvent près des universités. Aujourd'hui, on a déjà des partenariats avec le Crous de Paris, la mairie de Paris et forcément des associations étudiantes qui nous accompagnent sur ce projet-là. Et on a déjà, parmi le réseau, on compte 7 magasins. Donc, pour l'instant, c'est à Paris, mais l'objectif, c'est de déployer le projet au niveau national. Donc, pour l'instant, on n'a que 7 magasins de l'enseigne Day by Day. Mais voilà, l'objectif, c'est à travers notre communication, notre réseau d'associations étudiantes et puis notre réseau d'ambassadeurs, développer en fait ce projet qui permet à la fois de construire des habitudes qui vont être reproduites aussi dans la vie, dans le reste de leurs habitudes de consommation chez les étudiants, et puis aussi leur faire accéder à des produits qui sont du coup à coût réduit, mais des produits durables. Donc voilà, au niveau du budget, donc on a fait une demande de 20 000 € pour financer en fait la démarche auprès de magasins qui proposent des produits bio. On a donc Marie qui n'a pas pu présenter le projet, mais qui est en charge de déployer le projet à travers notre réseau, de l'animation de réseau et de graphisme. Donc, on veut déployer aussi des pastilles d'adhésion pour que du coup les enseignes puissent déclarer qu'ils proposent des réductions aux étudiants sur présentation de leur carte étudiante. Donc, c'est cette impression de pastille autocollante. On aura aussi beaucoup de création graphique à faire pour essayer de déployer ce projet-là. Et pour l'instant, donc, on fait de l'animation de réseau à travers des partenariats et on parle justement d'alimentation durable avec nos réseaux de Crous et aussi nos campus et pour déployer le projet. Au niveau du planning, donc là, on est en train de lancer une semaine sur l'alimentation durable. Donc, on fait un focus auprès de nos réseaux. Et puis, au début d'année 2021, on a un groupe de bénévoles qui travaille déjà sur ce projet-là et qui sera en charge justement de déployer ce réseau d'ambassadeurs avec l'aide du coup de Marie qui va aller chercher les magasins pour faire partie du réseau pour qu'à partir d'avril, on puisse voilà, vraiment lancer le projet et lancer la communication. Donc l'objectif, c'est d'avoir 60 magasins à Paris et en région, donc le développer au niveau national, d'avoir 10 000 étudiants touchés et informés donc via nos réseaux sociaux et nos magasins partenaires. Et voilà, pour le résumé du projet, c'est en fait une alimentation durable pour toutes et tous, que ce soit les étudiants qui ont moins de revenus et le public étudiant. Donc voilà, un petit résumé, je vais pas aller plus loin parce que je crois que j'arrive au bout de ma présentation. Merci beaucoup, Julie. Vous avez très bien pris la main in extremis. Merci. Vous êtes déléguée générale. Je ne suis pas sûre de vous avoir présenté. Oui, pardon. Je ne suis pas présentée. Déléguée générale du REFED. Il y avait une question tout dans l'assistance et Marie a pris le relais pour y répondre, mais juste pour… non. Du coup… par rapport aux salariés. On est 5 salariés au REFED, donc on a une alternante, mais Marie est à temps plein. On est toutes en CDI, si vous êtes curieux, voilà. Merci infiniment. Et notre statut, pardon, je n'ai pas répondu à la deuxième question, on a un statut associatif du coup de loi 1901. De toute façon, donc une association qui est capable de recevoir des dons voilà,
vous êtes d'intérêt général et vous faites partie du réseau de notre collectif d'associations agréées. Merci beaucoup. Merci Julie. Je vous remercie. Je remercie les 6 associations d'avoir participé à ce dernier mardi pour la planète. Si vous voulez, je ferme votre fenêtre. Merci Julie. Merci infiniment à tous. Merci aux 6 associations, au plan A, au plan B. Merci d'avoir, à tous ceux qui nous écoutent, d'avoir patienté avec ces quelques problèmes techniques. Merci infiniment à tous. On vous donne rendez-vous en 2021. On espère continuer ces rencontres. On espère en physique, en présentiel, et par défaut, on le fera en ligne s'il le faut. Merci infiniment. Pensez bien à aller voir peut-être le replay qui sera mis en ligne, et puis à donner sur notre site. Vous avez tous les boutons de dons, et nous serons très heureux d'abonder vos dons. Merci infiniment, et très bonne fin d'année à tous. À bientôt.